ce qui est fait concernant le réchauffement climatique, et on le sait très bien, est dérisoire. La seconde, qui est plus grave encore et qui est moins bien comprise, c'est que le réchauffement climatique lui-même est, dirais-je, dans une certaine mesure dérisoire par rapport à l'étendue de la crise systémique et plurifactorielle que nous traversons. Let me ask you, what percentage of the atmosphere is CO2? What percentage of the atmosphere is CO2? I don't have that calculation for you, sir. Maybe you could tell us what your personal guess is on what percentage of the CO2. I don't make those guesses, sir. You're the head of the EPA and you don't know? You have all of these laws based on, oh, you're going to get your staffer to tell you now. But you're the head of the EPA and you did not know what percentage, and now you are basing policies that impact dramatically on the American people, and you didn't even know what the content of CO2 in the atmosphere was, which is the justification for the very policies you're talking about. Let me just go right down the line real fast. What percent of our atmosphere is CO2? Take your best guess. You don't have to. All down the line. Repeat that question. What percent of our atmosphere is CO2, carbon dioxide? Wild guess, it's okay. About 5%. 5? I'll just follow you then. We'll go 7. That's my favorite number. I'll see there 5 and suggest that we know that transportation causes 49% of CO2, so that's why we're all working on energy transition. All right. So what number do you think it is? 5. 5? How about you? I didn't hear you, Mr. Ayer. 7. 7. Do you have one, Mr. Boyd? So we got a 5, 7, This price is right. 8. I'm gonna get the high end. All right. Well, I appreciate that, and I don't mean to put you on ice. I ask a lot of people that because all we hear is climate change, CO2, CO2. I heard a couple of you on the panel saying you're looking to change your vehicles to electric, even though we don't have the electric grid. And me as a farmer, I wouldn't be real happy about running out and replacing $300,000, $500,000, $1 million pieces of equipment because someone wants it to be electric. The answer is 0.04%. Not 1%, not 0.5%, 0.04%. It's gone up from 0.03 over the last couple decades. This is what we're being all contorted into doing, is this tiny change in CO2. If we get below 0.02, plant life starts dying off. J'ai été au concours comme membre du jury et j'ai vu la façon dont on truandait les notes de façon à avoir des admis qui avaient des moyennes acceptables. Il y a 6 ans, au CAPES de maths, on avait le CAPES avec 4 de moyenne. Alors c'est toujours le cas, et maintenant on leur met 10. Comme au bac. Enfin, vous savez bien que les notes du bac sont totalement truandées. Il y a une interdiction pratique de mettre une note inférieure à 8. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des moyennes supérieures à 20. Tout est faux. C'est pareil en maths d'ailleurs. Vous avez des effets de dyscalculie parce que les méthodes par lesquelles on apprend les 4 opérations de base ont changé. Par exemple, la division est faite par soustraction successive. Alors que vous et moi, nous avons appris la division comme au fond l'inverse d'une multiplication. Ce qui faisait d'ailleurs que, à la fin du CP, on maîtrisait les 4 opérations de base. La division actuellement s'apprend entre le CM1 et le CM2. Elle n'est pas maîtrisée. Moyennant quoi, vous avez des instituts qui disent, mais c'est pas grave, on a des machines pour faire des divisions. Avec ce genre de raisonnement, vous passez du franc à l'euro, en multipliant les prix par 4, 5 personnes s'aperçoivent. Il y a une volonté véritable d'écraser en quelque sorte le niveau en sauvegardant quand même une élite. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit actuellement que même l'élite est en train de descendre. On a des élites qui sont autoproclamées, qui n'ont plus grand chose à voir avec une élite. L'ensemble s'effondre, alors que dans d'autres pays, l'ensemble monte. Plus largement, c'est par la réindustrialisation que nous retrouverons notre force et que nous créerons des emplois mieux payés. Là aussi, nous avons des résultats tangibles, inédits. En France, dans des vallées et des cantons, des usines ouvrent à nouveau, 200 depuis 2 ans. Là où notre pays s'était habitué à la désindustrialisation, nous recréons de l'emploi industriel et nous sommes devenus le pays le plus attractif en Europe pour les investissements. Notre nouvelle économie plus verte, respectueuse de nos terres et de nos paysages, n'est pas un rêve, mais une réalité. Notre nouvelle économie plus verte, respectueuse de nos terres et de nos paysages, n'est pas un rêve, mais une réalité. Respectueuse de nos terres et de nos paysages, n'est pas un rêve, mais une réalité. Et le trou du cul triomphant fit un sacré tapage. Vous êtes ce qu'on appelle un petit chuté. J'ai un peu étudié la question. 6 grands monstres pour raser notre forêt. Donc du coup, on a fait sortir toutes les machines. Bon, soyons sérieux. Je crois qu'il est temps de faire preuve d'un peu de dignité et de reconnaître notre échec civilisationnel.
Je crois qu'il est temps de tout remettre sur la table, y compris les schèmes structuraux que l'on veut croire intangibles parce qu'ils servent notre pouvoir ou notre confort. Ces gens-là, je les respecte, quoi. Je trouve qu'ils ont une culture... Ils ne sont pas destructeurs. Si on avait un impact moindre sur la planète comme eux l'ont, je pense que tout irait bien, quoi. C'est des gens respectueux, ils travaillent en harmonie avec la nature. Nous, on est là, on arrive avec nos grosses machines, on casse, on pète tout, on bousille. Tout ça pour des projets verts. On appelle ça des projets verts, là. C'est du projet vert de mettre des panneaux photovoltaïques dans une forêt. Enfin, il n'y a rien de vert, là, en fait. Il est où, le vert, là? Le vert, il est par terre. Comment mettre en œuvre une révolution sans couper de tête? Je crois que dans un pays dont l'hymne et la fête nationale constituent de vibrants éloges de la révolution, nous ne devrions pas avoir trop de difficultés avec cette idée. Ce qui s'est passé hier est particulièrement grave sur le plan de la violence symbolique, qui, il faudrait quand même pas l'oublier, masque souvent la violence réelle. C'est inacceptable, que dire d'autre? Pour mémoire, je dirais que autrefois, le brûlement d'une effigie, dans l'ancien droit, mais c'est pas inintéressant sur le plan symbolique, équivalait à l'exécution de la peine de mort. L'Europe, s'interroge-t-on, peut-elle devenir le continent le plus vert de la planète? Vous répondez à la deuxième partie avant, mais c'est bien, allez-y. Oui, mais c'est le thème central de cette table. Et je trouve qu'il est très caractéristique, voyez-vous, de l'arrogance occidentale. Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Ce sont nos valeurs et nos manières d'être qui mènent à ce que l'ONU nomme, je cite, « une situation de menace existentielle directe ». Quelle suffisance! Il ne faut pas rester là parce que c'est dangereux pour vous. Oui, comme j'avais dit hier, nous allons jusqu'au bout. Nous sommes prêts à se sacrifier. Oui. Oui. Nous sommes prêts à se sacrifier. Regarde le désastre que vous faites là, le désastre que vous faites. Et nous, on se bat pour nos enfants et pour les vôtres. Voilà, donc moi, c'est le message que j'ai à vous faire passer aussi. Parce que nous sommes des ennemis pour eux. Ils ont leur mission, l'objectif est de dégager avec force. C'est ce qui a été dit par monsieur le préfet. Ce projet-là, CEOC, Centrale énergétique de l'Ouest guyanais, on a déjà réussi à le freiner il y a quelques mois. Là, c'est reparti. Le préfet, avec le soutien du ministre des Outre-mer qui est venu récemment, ont décidé de relancer le projet. Et du coup, encore une fois, nous, on est sur le terrain. Pour comprendre les revendications qui sont portées aujourd'hui, il faut repartir à la base de l'histoire, qui est la colonisation, puisque s'applique ici un concept romain qu'on appelle terra nullius, qui veut dire terre vacante et sans maître. Et c'est sur cette base-là, sur ce principe-là, que la France, d'abord l'Empire colonial français, s'est autodéclaré propriétaire et souverain de ce territoire. Et tout cela en niant du coup notre lien et notre souveraineté à nous qui sommes ici depuis des milliers d'années. Un Amérindien n'a pas besoin de barrières. Ici, ça nous appartient. On est sur notre terre, ici, là. Nous, le peuple premier, on n'est pas là pour faire du mal, mais on est là pour protéger notre forêt. Nous sommes les défenseurs de la nature. C'est le parc de photovoltaïque qui va être installé ici. Voilà, on peut voir aussi combien de kilomètres le village est. Vous pouvez voir que le village est coupé en deux. Zone de chasse, le village. Ils auraient pu mettre ce projet-là jusqu'au bout. Comme ça, on n'aura pas ce problème-là. En plus, c'est un projet expérimental. Pour moi, il n'y a pas de projet vert. Le projet des humains, toujours, il y a des produits chimiques là-dedans. Moi, je ne fais pas confiance. Et les animaux qui seront là, ils ne seront plus là, quoi. Ça veut dire que ces animaux-là, ils vont partir loin de ce site-là. Ça va impacter notre lieu de vie, et pour toujours. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité. L'ensemble de la collectivité territoriale de Guyane, tous ceux qui sont élus au suffrage universel, pas autoproclamés, les membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane ont donné un soutien total à ce projet parce qu'on comprend bien que vivre sans électricité ou avec une électricité intermittente est un véritable problème pour le développement personnel, mais en même temps le développement d'un département. Ils ne peuvent pas me dire, ils ne peuvent pas déplacer ce projet-là. Moi, je connais des endroits où il y a des collines.
sans aller impacter à l'intérieur de la forêt. Je connais un gars retraité, il me dit « j'ai 80 hectares déjà rasés, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut ». Pollution, acidification des océans, interruption des cycles bio-géochimiques, dévastation des espaces naturels n'ont pour l'essentiel rien à voir avec le climat, mais tuent davantage que ce dernier, ce qui signifie que chacun des piliers sur lesquels repose l'habitabilité de cette planète est en train de céder. Et mon troisième point est peut-être plus grave encore, parce que le véritable problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, notre être à l'espace, fait de l'éradication systématique du vivant une finalité. Encore un arbre qui a été marqué par l'ONF. Il y en a un là-bas. Il y en a encore là-bas. Enfin, il y en a partout. Par contre, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que l'étude environnementale qui a été réalisée par un cabinet d'études, elle a été, entre guillemets, bâclée. Parce que des zones comme ça, il faudrait des années pour tout répertorier en termes écologiques, quoi. Les oiseaux, les niches écologiques, les animaux et tout. Par contre, on prend bien le temps de marquer tous les arbres des bois de valeur. Là, on a bien pris le temps de faire ce marquage-là, quoi. Voilà, c'est 2 poids 2 mesures. En fait, dans ces forêts, si on commence à couper quelques arbres, ça crée un déséquilibre, quoi, parce que ils sont maillés les uns avec les autres, en fait. Voilà, de par le système racinaire, quoi. Donc, dès qu'il y en a un qui tombe ou qu'on commence à déforester, eh bien, ça fait des déséquilibres. Et en fait, c'est comme ça que les arbres tombent. À côté, nous, on n'est rien. Ça fait longtemps que c'est là, quoi. Ça en a vu passer des choses, quoi. En fait, tout est empilé là-dedans, quoi. Tu vois, la bibliothèque mémorielle de la Terre, elle est là, quoi. Toute notre histoire est là-dedans, quoi. Alors, bien sûr, parce que nous sommes ici, n'est-ce pas, des gens sympathiques et éduqués, on se demande en gros comment faire des bombes issues du commerce équitable et utilisant des matériaux biologiques. Bon, c'est mignon, pourrait-on dire, mais tant que le pilonnage en règle de la biosphère demeure le geste cardinal, croyez-moi, l'origine des projectiles n'a pas beaucoup d'importance. Tant que, par exemple, vous nommerez, vous autres chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale fût-elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Tant qu'un ancien président de la République, souvenez-vous 2019, ce n'est pas si vieux, pourra venir ici même, à l'université d'été du patronat, moquer le discours scientifiquement irréprochable de Greta Thunberg devant un parterre qui était alors hilar, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. T'envoies des gaz lacrymogènes, on te vire, on t'explique que bah non, le projet, c'est bon, c'est le préfet qui... Mais le préfet, il a des gosses ou quoi? On ne peut pas non plus avoir ce discours un petit peu bisounours, pour te dire, c'est pas le caïna, un arbre qui tombe, etc. Il y a des vraies réalités de terrain. C'est-à-dire? La réalité de terrain, moi, c'est les gens qui attendent des dialyses chez eux et l'électricité tombe. Et là, la responsabilité de l'État, c'est que je peux en être responsable. C'est d'avoir de l'électricité à un moment donné pour développer la vie des gens. C'est de pouvoir mettre des industries où les gens qui veulent vivre sur leur terre, qui veulent vivre en Guyane, trouveront du travail sur place. Ça, ce sont des réalités. Nous ne sommes déjà plus dans une crainte quant à l'avenir. Nous sommes dans un constat quant au passé. Nous avons d'ores et déjà éradiqué plus de la moitié des arbres, des insectes, des poissons d'eau douce, des mammifères sauvages. Nous laissons d'ores et déjà 700 000 êtres humains mourir chaque année de la pollution en Europe. La problématique tourne autour d'un barrage qui est fait par un béquet qui a décidé de faire passer ses bœufs d'une rive à l'autre. Il avait créé une espèce de passerelle immergée, c'est-à-dire qu'il a pris des poteaux de ciment électrique, 5 au total, il les a associés et il a déversé du béton dans le canal, ce qu'on appelle un étier, qui irrigue, qui nourrit la lagune en eau salée. Et nous avons constaté l'an dernier des milliers de poissons morts dans cette lagune dans la même période qu'aujourd'hui, c'est-à-dire dans la période du mois d'avril qui est effectivement une période de sécheresse. Ce qui a constaté, c'est que ce barrage a piégé les poissons qui
qui se sont retrouvés dans une eau qui n'était pas rafraîchie par l'arrivée d'eau de mer et qui manquait d'oxygène. Donc les poissons se sont asphyxiés, ils ont manqué d'oxygène par le fait même que cette eau ne circulait plus et qu'elle était très très chaude. Nous avons constaté que c'était ce barrage qui provoquait cela. Voilà, donc des militants qui avaient remarqué la chose comme nous-mêmes, eh bien voilà, donc se sont occupés de ce barrage. Quand nous avons constaté que le barrage n'existait plus, que l'eau circulait, et là les poissons ont pu vivre comme il se doit dans leur milieu naturel. Alors, il y a quelques semaines, ce même monsieur a refait un autre barrage. Et là, nous sommes retournés voir et nous avons vu, et ça c'est sur la deuxième vidéo, des poissons déjà, des dizaines, voire peut-être même des centaines, parce qu'il y a un sonneur d'alerte qui nous a montré quelques poissons, mais nous a dit que plus bas, qu'il y en avait encore plus. Donc, les poissons sont à nouveau piégés. Nous craignons une hécatombe comme l'an dernier. Et nous nous étions dit l'an dernier, plus jamais ça. Il est formellement interdit dans le droit français. Nous avons fait des courriers aux différentes instances. Nous avons porté plainte. Nous avons fait des alertes qui sont restées sans réponse, sans aucune réponse. Nous sommes une dizaine d'associations. Nous voulons absolument être entendus cette fois-ci. Parce que je voudrais rappeler qu'à l'échelle de la biosphère, nous sommes la civilisation la plus meurtrière qui a jamais habité cette planète. Soit on suce le pétrole jusqu'à la dernière goutte et on s'accroche à notre modèle, engendrant un désastre écologique et une instabilité géopolitique majeure, soit on en profite pour comprendre qu'il y avait peut-être dans notre chaîne axiologique quelque chose d'un peu nécrosé qu'il est opportun de remettre sur la table. Tire sur un Amérindien parce qu'il protège sa terre. Tire, tu vas voir. Je vais mourir. Je serai enterré ici. Je vais rentrer dans cette terre-là. Moi ça, ma poulet ici. On veut plus vous voir ici. Déchez-nous. Wapa! 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 Nous sommes peu nombreux, mais nous sommes courageux. Demain, après-demain, on est là. Ils peuvent éliminer tous les Amérindiens. Peut-être là, ils pourront faire ce qu'ils veulent. C'est pour le peuple guyanais, Héroteur. Le peuple premier, nous les Kalignans. Il y avait une trentaine d'arbres, là, il n'y a plus rien, quoi. Cette spoliation des terres, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. On est vraiment des colonisateurs, quoi. On n'a pas honte. Moi, j'ai honte d'être ici, quoi. J'ai honte d'être blanc, quoi. J'ai honte même d'être dans ce village, quoi. Franchement, quoi. On a juste qu'à se cacher quand on fait des trucs comme ça, quoi. Je pense à mon fils, quoi, quand je vois ça, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on lui laisse demain, quoi. Je sais pas, ça m'a... T'aimerais juste récupérer 85 petits hectares, qu'on les pète pas, que ça puisse éveiller les consciences et qu'on puisse avancer, quoi. C'est irréparable. Ce qui est en train d'être fait là, c'est irréparable. Et tout ça, c'est décidé par des gens qui sont dans des bureaux, des gens qui s'en foutent plein les poches et qui n'ont aucune conscience environnementale, qui en ont rien à foutre. Et tous ces gens-là, un jour, ils seront jugés et condamnés, c'est obligé, quoi. Il y aura un jugement pour tous ces gens qui prennent des décisions comme ça. Ce qui les importe, c'est le fric, des fonds d'investissement, quoi. Voilà, du fric, du fric, du fric, du fric. Vous savez, il y avait un évêque, Elder Camara, qui disait qu'il y a 3 types de violence. Il y a la violence institutionnelle, elle est mère de toutes les autres.
c'est celle qui broie des millions d'individus dans ses rouages bien huilés. Il y a une violence révolutionnaire qui naît de la volonté d'abolir ces violences institutionnelles, et il y a une troisième violence, qui est la violence répressive de l'État. Et cet évêque, parole sacrée, terminée en disait, il n'y a pas pire hypocrisie que de ne considérer violence que la violence révolutionnaire, en feignant d'oublier la violence institutionnelle qui l'a fait naître et la violence répressive qui cherche à la tuer. Vous êtes très observateur, lieutenant. Ah, ben il le faut dans ce métier. Qu'est-ce qu'on deviendrait, je vous le demande, sans nos yeux et sans nos oreilles? Le caractère tenable de ce monde. Là encore, croyez-moi, la réponse est claire, nette, précise et physique. Il n'est pas tenable. C'est tranché. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est de se demander si, même tenable, il aurait été souhaitable. Écoutez, prenez l'homme le plus riche du monde. Je pense que pour un entrepreneur, c'est un archétype de réussite, n'est-ce pas? Elon Musk. Qu'est-ce que c'est que le monde d'Elon Musk? C'est un monde où l'on commercialise des lance-flammes pour s'amuser. C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique. Je reconnais que c'est un peu gros, mais que voulez-vous, certains sont dupes. Et c'est beaucoup plus profond que le capitalisme. Le capitalisme, c'est un symptôme. Le capitalisme n'est pas le grand mal qu'il faut combattre. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça serait trop simple si ce n'était qu'un problème de capitalisme. Les Mayas n'étaient pas capitalistes et ont dévasté leur environnement. L'URSS n'était pas capitaliste et a dévasté son environnement. La question est plus profonde. Mais ce n'est pas ma faute si l'exécutif semble seulement maintenant, et encore, permettez-moi de le dire, j'ai des doutes, commencer à comprendre ce qui est parfaitement connu depuis 40 ans. On ne peut pas reconstruire une maison qui brûle, on ne peut pas rebâtir une cité qui est sous les bombes. Tant que vous autres n'avez pas encore compris que le modèle fondamental qui est utilisé est intrinsèquement nécrophile, ça n'a pas tellement d'intérêt de parler de cette cosmopoétique à inventer. 700 000 personnes meurent chaque année en Europe de la pollution, autant dans le bassin méditerranéen. Ce n'est pas un délire conspirationniste, c'est une priorité politique pour quiconque s'intéresse un peu à la vie humaine.